Bonjour à toutes et à tous. Votre présence à cette table ronde montre que vous êtes intéressés par les filières scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie, des sciences de la nature et de la vie. Mais quels sont donc les métiers où on peut accéder? En quoi consiste-t-il? Quels sont ceux qui seront susceptibles de vous intéresser? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité 4 témoins, plus un, j'aurai l'occasion d'en parler, pour vous faire découvrir leur filière professionnelle de métier, c'est-à-dire dans quel métier ils travaillent, à savoir les métiers de la production, les métiers de la recherche et développement, les métiers de la sûreté, sécurité, environnement et de la qualité, et puis pour terminer, tous les autres métiers qui permettent à ces métiers de fonctionner ensemble. Ces témoignages seront complétés par l'apport d'un spécialiste de la formation qui viendra vous préciser les formations nécessaires pour accéder à ce type de formation. Dans un second temps, si les gens sont assez brefs, on va essayer de dire que finalement, dans l'entreprise, l'évolution continue. Et là, l'évolution tout au long de la vie. Et là, on va faire part d'une expérience. Et puis peut-être les autres témoins auront l'occasion de revenir présenter eux aussi leur propre parcours professionnel au sein de l'entreprise quand ils ont quitté le monde universitaire ou scolaire. Et puis on va s'accorder un petit temps pour répondre à vos questions. Et puis si on est pris un peu par le temps, sachez aussi que vous pourrez les voir après la conférence, après la table ronde, pour discuter directement en direct avec eux. Alors, largons les amarres. On va commencer par aborder d'abord la production. La production, à l'usine, dans les ateliers, ils réalisent la production des produits issus de près ou de loin de la chimie, cosmétiques, médicaments, peinture, mais aussi, on a aussi des métiers en dehors de la chimie, traitement de surface, des composants électroniques, des nouveaux matériaux, etc., etc., etc. S'ajoutent à cela des activités d'autocontrôle à chaque étape du processus de fabrication. Pour parler plus en détail de ça, je vais passer la parole à Xavier Perrier de la société Orenco. Xavier, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc moi j'ai fait essentiellement de la chimie avec une grosse partie de ma carrière en production jusqu'à présent, donc dans les grosses unités chimiques. Alors évidemment j'ai démarré dans un service de procédés pour apprendre. Ce qui est une caractéristique importante de la production, c'est qu'il faut bien connaître les procédés, les machines. Alors, comment caractériser le métier de la production? En gros, il y a 3 parties. Il faut gérer les hommes, il faut gérer les femmes, il faut gérer les flux et il faut gérer les machines. En fait, c'est un métier très opérationnel où, un peu comme dans une série télé, vous avez un problème toutes les 5 minutes à traiter. Il faut décider, il faut coordonner, il faut encadrer, il faut manager. Il faut à la fois une vision long terme, détaillée, et en même temps une vision très rapide, une grande réactivité. Donc c'est un métier passionnant qui prépare aux fonctions du management, tout simplement. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ça. Alors au niveau de la formation et au niveau des métiers, des différents métiers, qu'est-ce qu'on trouve comme métier au sein de la production? Alors, on a évidemment les métiers relatifs aux procédés, à la connaissance de la fabrication. Il y a les métiers de gestion de production, il y a les métiers de maintenance qui sont très importants, parce que dans les grosses unités ou même dans les petites, on a beaucoup de questions de fiabilisation, de maintien en condition. Puis il y a les métiers de formation, on s'occupe beaucoup des personnes, puisqu'on les forme en permanence pour préparer une polyvalence, pour préparer une carrière. Et puis, je dirais, après, il y a les fonctions support, fonctions techniques ou pas techniques, laboratoire, comment ça s'appelle Assurance qualité. Bureau d'études, assurance Sachant qu'on va avoir des spécialistes qui vont venir nous en parler. Donc, qualité, voilà. Donc, bon, c'est un petit peu d'introduction. Hein. La production, elle a besoin d'être performante, précise. Et pour ça, il y a des fonctions dans l'entreprise qui sont des fonctions qu'on appelle des fonctions support, dont vous allez avoir un échantillon après. Est-ce que dans la production, il y a des ingénieurs chimistes, il y a des techniciens chimistes, mais est-ce qu'il y a des spécialités? Alors, il y a différentes spécialités, effectivement. Alors déjà, entre chimistes, il y a plutôt deux filières. Hein. Il y a le génie chimique.
qui consiste à maîtriser, concevoir, superviser, optimiser les machines, les flux, les unités de fabrication. Et puis il y a plutôt les chimistes qui eux sont plutôt dans la recette, hein, comme quand vous faites une recette de cuisine, vous avez une focalisation importante sur les molécules, sur les ingrédients, sur le procédé, la température et comment réaliser vos productions. Donc il y a déjà une petite dichotomie, je dirais, entre génie des procédés et chimie. Et puis après, il y a encore une fois les métiers liés à la mécanique. Parce que la chimie, c'est des équipements qu'il faut entretenir, qu'il faut gérer, qu'il faut construire. Merci Xavier. Ludovic Duvolder, directeur de la FI24. Alors, s'il y a des gens ici qui sont intéressés par la production, vers quoi il faut s'orienter en termes d'orientation scolaire? Bonjour à tous. Alors, je vais naturellement répondre à ta question. Je voudrais juste, pour donner la grande tendance aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés au périmètre de la FI24, donc par rapport à la modalité alternance et sur les métiers scientifiques, ça va vous donner les problèmes auxquels moi je suis confronté aujourd'hui. Cette année, on a fait rentrer presque 800 jeunes en apprentissage. J'ai, sur les différents métiers qui vous êtes proposés aujourd'hui, 1200 offres. J'ai 400 offres de contrats d'apprentissage, d'accord, dans les différents métiers, production, R&D labo, services et santé, sécurité, environnement. Donc le premier des messages qui est là, et c'est pour ça que j'avais demandé à ce qu'on puisse effectivement exprimer les grandes typologies de métiers, on a un manque cruel de candidats, de jeunes qui souhaitent s'inscrire dans ces métiers-là. Alors, pour répondre très clairement à la question et par rapport à la production, et je vais essayer d'être le meilleur, je dirais, interlocuteur vis-à-vis de toutes les équipes pédagogiques qui sont présentes sur ce salon. Sur la partie production, et je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, on a deux grandes filières. On a filière opérateurs de production, donc les gens qui vont effectivement faire la recette, d'accord, ceux qui font la, entre guillemets, cuisine, d'accord. Ça se fait au jour d'aujourd'hui. Si on doit faire un gradient de compétences, on est sur le niveau terminal bac pro. Ça commence au niveau du bac pro, d'accord. Après, vous avez dans la continuité, sachant que on n'est pas obligé de le faire systématiquement dans ce sens-là, les filières BTS et DUT qui vont plutôt aller dans les logiques pilotage de production et pilotage des procédés de production. Donc je vais m'en arrêter là par rapport à la production proprement dite, parce qu'après, comme ça vient d'être évoqué, on rentre sur des filières de management qui peuvent être un tout petit peu différentes. Mais sur les procédés chimiques proprement dit et sur les outils de production proprement dit, on a deux grandes filières. L'une, je dirais, qui est représentée ici par le lycée Vauquelin, que vous pourrez aller rencontrer, qui fait à la fois les bacs pro et les BTS sur la recette proprement dit. Et puis après, vous avez d'autres filières comme le lycée Père Gilles de Gênes ou un certain nombre d'UT comme celui d'Orsay qui vont avoir la possibilité de rentrer sur la partie plutôt pilotage des outils de production et mise en œuvre de ces outils de production. Voilà, donc la filière production aujourd'hui, même si elle va évidemment bien au-delà, puisque après on rentre dans des filières logistiques et tout ce qui est là aussi ce qu'on appelle communément la supply chain, c'est-à-dire l'ordonnancement et l'arrivée de tous les produits qui fait intégralement partie de la filière production. Mais les niveaux d'entrée aujourd'hui dans ces filières production se font par rapport à l'apprentissage sur les parties terminal bac pro jusqu'à BTS DUT, sachant que bien évidemment après on a les titres d'ingénieur et tout ce qui s'ensuit pour rentrer à des niveaux différents. Mais encore une fois, je reprends le premier propos, on a tellement de demandes d'entreprises aujourd'hui qu'on n'arrive pas à pourvoir sur ces filières de production dans les premiers niveaux de qualification qui sont au demeurant extrêmement importants, que je vous incite à aller rencontrer les équipes pédagogiques pour échanger avec eux. Il y a de très très beaux métiers, très belle rémunération. Encore faut-il que vous soyez proactif vis-à-vis de
ce schéma production qui reste compliqué et qui reste compliqué en Île-de-France, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur le bassin qui est le plus le bassin de production. Merci Ludovic, très bien, merci bien. Eh bien, nous allons passer maintenant la parole à notre deuxième témoin. L'innovation est au cœur de leur métier, tout en amont. Chercheurs, techniciens multiplient les études à la recherche de nouvelles molécules et nouveaux produits. Recherche bibliographique, expérimentation, calcul, tests d'efficacité, de toxicité, brevets font partie de leur métier. Pour nous en parler d'une manière plus concrète, je vais passer la parole alors à Bercon. À vous, Laure. Merci, bonjour à tous. Donc, pour brièvement me présenter, je suis responsable d'un laboratoire de chimie médicinale au sein des laboratoires Servier. Je travaille là-bas depuis 15 ans maintenant. Donc, à proprement parler, moi, je travaille la partie chimie médicinale, donc vraiment avec un cursus chimique classique où on va retrouver des profils de techniciens, de cadres experts en chimie organique, de cadres qui vont être experts en conduite de projet, de personnes qui vont réaliser là aussi le management de toutes ces équipes. Voilà. Maintenant, avec une formation de chimiste, il faut savoir qu'on a accès à beaucoup de métiers au sein de la recherche, parce que c'est des interactions permanentes avec les différents métiers. C'est vraiment un travail transversal qui se fait au sein des équipes. Donc les chimistes qui travaillent dans les laboratoires de chimie vont travailler étroitement avec le département d'analyse, qui va analyser les produits chimiques, leur pureté, leur structure. Ils vont aussi travailler avec tout un département de chémo-informatique. Donc là, ce sont des personnes qui vont avoir un profil avec des connaissances informatiques pour pouvoir modéliser l'interaction du produit avec la cible biologique que l'on essaye de viser. Et là, il y a vraiment une interaction très forte entre ces chémo-informaticiens et le chimiste pour l'aider à designer la structure des produits. Il y a aussi une forte interaction avec les métiers de la biopharmacie, qui étudie le devenir du médicament dans le corps, donc son absorption, sa métabolisation, son élimination, sa toxicité, comme vous en avez parlé. Avec le département des brevets, vous en avez parlé aussi. Vraiment, il y a une large palette de métiers qui sont accessibles à partir d'un cursus de chimiste. Et ce sont vraiment des métiers qui interagissent au quotidien de manière extrêmement forte. Voilà. Merci, Laure. Ludovic, alors, comment il faut faire pour devenir chercheur? Il faut chercher déjà, il me dira. Je ne sais pas s'il faut être chercheur ou trouveur, mais bon. Oui, c'est la blague habituelle. Tout à fait. C'est la blague. Alors, je reviens encore une fois sur l'offre de formation par rapport à ça. Alors, c'est vrai que la partie R&D Labo, chez nous, en l'occurrence à la FI24, est extrêmement couverte. Alors, le nombre de formations est important et le démarrage, c'est directement du post-bac. Là, on a les BTS, DUT, d'accord, donc qui vont être des accès directs au premier poste, je dirais, de techniciens dans les différents laboratoires. Alors, je vais éviter de mettre ou derrière, ou chimiste ou biologie. Je pense qu'il faut plus rester sur le niveau parce que, encore une fois, en fonction de l'entreprise ou de votre projet professionnel, il ne faut pas croire qu'un BTS de chimie ne conduit qu'à l'industrie chimique. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce que Madame disait, il vaut mieux rester sur la science chimie ou sur la science biologie. Ces premiers niveaux BTS, DUT et post-bac permettent d'avoir accès aux emplois de techniciens supérieurs avec les BTS DUT. Derrière, on a, et ça a aussi été évoqué, donc, soit on reste dans la notion de recette et on va aller vers des licences professionnelles ou des licences. Là, encore une fois, je ne cherche surtout pas à opposer tel ou tel type de cursus, mais des acteurs qui vont plutôt être dans la constitution des produits en termes de recherche. D'accord ? Donc avant, naturellement, qu'ils passent en production, comme on l'évoquait, ces produits, ils ont été cherchés et en l'occurrence trouvés. Donc là, on va avoir des filières qui vont de la licence au master et via les titres d'ingénieur sur la conception des produits proprement dit. D'accord ? Donc il y a toute la filière licence, master, titre d'ingénieur avec
des spécialisations qui vont se faire de plus en plus dans les niveaux de qualification en fonction des grandes typologies. Est-ce qu'on va être sur de la chimie pure et dure? Est-ce qu'on va être sur de la pharmacie? Est-ce qu'on va être sur du matériau, hein, d'accord? Aujourd'hui, on a énormément de demandes, mais on n'y pense pas forcément. Dans le pneumatique, Michelin, par exemple, d'accord, ce sont des concepteurs, mais qui mêlent aujourd'hui de plus en plus de choses et qui ont des très gros besoins à niveau Bac+3, Bac+5 sur la création de nouveaux produits. Ça, c'est la filière de ceux qui cherchent et en l'occurrence qui trouvent. Et en parallèle de ça, et là aussi ça a été évoqué, il y a tous ceux qui vérifient ou qui prouvent à ceux qui ont cherché et trouvé que ce qu'ils ont fait sont les bons produits. Donc il y a toute la partie caractérisation. Et là aussi, vous allez retrouver au niveau du salon beaucoup de formations qui démarrent à Bac+2, Bac+3, Bac+5 sur les grandes technologies de caractérisation, ce qu'on appelle communément la chimie analytique. Donc d'accord, la partie caractérisation des différents produits. Et je vais repasser la main derrière. Il y a la troisième filière qui est la filière que je qualifierais de réglementaire, d'accord, et qui est associée à la partie qualité dans ce cadre-là, voilà, qui est le pendant. Donc cette offre de formation au niveau de la FI24 aujourd'hui, ça doit être une trentaine de formations qui couvrent cette partie je cherche, je caractérise et après je fais de telle sorte à ce que dans le cadre de ma production, là aussi ça a été évoqué, je vérifie en permanence que ce que je fais est conforme aux exigences réglementaires. Très bien, merci Ludovic. S'assurer que les produits sont conformes au cahier des charges et que toutes les étapes de leur fabrication ont été respectées, voilà le travail des spécialistes de la qualité, de l'assurance qualité. S'ajoute à cela, on a mis ça dans la même famille de métiers, toutes les actions, les activités de protection du personnel, des installations, et puis, qui est vraiment de plus en plus d'actualité, de la protection de l'environnement. Pour en parler avec vous, je vais passer la parole à Sophie Duboulin, de la société Air Liquide, qui va nous parler sécurité, qualité, assurance qualité. À vous, Sophie. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, je travaille dans le groupe Air Liquide depuis un peu plus de 20 ans. Et actuellement, je suis donc responsable sécurité, qualité, sûreté, environnement, maîtrise des risques aussi. J'encadre une équipe d'une quinzaine de personnes sur un site de chaudronnerie industrielle. Donc on est un peu loin de la chimie, mais j'y suis venue par la chimie. Donc c'est vous dire que la chimie, c'est large. Dans ces métiers, en fait, donc les trois secteurs ont été évoqués. Et effectivement, dans chacun des trois, il y a une grande sollicitation de lecture de différents textes, donc normatifs ou réglementaires. Et là, j'insisterai aussi sur les langues, puisque certains sont très pratiques de lire en anglais, parce que c'est quand même la langue de référence. Donc parfois, on se réfère à l'anglais et on regarde ce que donne la traduction en français. Donc, ne négligez pas les langues. Donc, beaucoup de lecture. Et il y a un pendant aussi assez direct, beaucoup d'écriture. Donc, le rôle de ces métiers, qui sont très souvent des métiers support, c'est effectivement de formaliser ce qui se passe dans l'entreprise pour faciliter son fonctionnement. Ce n'est pas pour embêter les personnes, hein, mais si pour faciliter le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on formalise de façon à ce que chacun sache ce qu'il a à faire et que tout se déroule le plus facilement possible. Donc, pas mal de rédaction dans laquelle il faut aussi avoir beaucoup de relations, puisque c'est un métier très transversal. Il ne faut surtout pas le faire tout seul dans un bureau. Il faut aller voir la production, les experts en recherche aussi. Et puis, je crois qu'un peu plus loin, il y a de la communication. Donc ça, c'est très important, puisque quand on arrive à la partie sûreté, sécurité, environnement, on est très lié à ce qui peut avoir un impact parfois irrémédiable sur l'image de l'entreprise. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on autorise, à ce qu'on n'autorise pas. Et donc, on a des contacts très nombreux en interne, à plusieurs niveaux de l'entreprise, un peu tous les niveaux en fait, puisque la direction est généralement
très intéressés par ce qui se passe dans ce service, mais aussi beaucoup de contacts à l'extérieur. Alors, le côté réglementaire, bien sûr, où nous, l'entreprise, on peut être demandeur et apporter des demandes. On en reçoit beaucoup aussi de la part des autorités, bien entendu, puisque les entreprises sont surveillées. En tant que particulier, vous faites une déclaration d'impôt, nous, on déclare les déchets, les exportations, enfin différentes choses. Voilà. Et en plus, il y a les interactions, alors plus en lien avec la partie qualité, avec les fournisseurs et les clients. Puisque parfois, effectivement, soit on a des problèmes avec des fournisseurs et de même, des clients peuvent avoir des problèmes avec nous, qui sommes leurs fournisseurs. Et là aussi, on retrouve l'impact langue, puisque actuellement, alors bon, c'est peut-être très vrai dans le groupe Air Liquide, mais je pense que ça va être à peu près vrai pour tout le monde, on travaille un peu plus loin que la France. Hein, voilà. Donc, on est obligé d'avoir plusieurs interactions. Donc, c'est heureux. Oui, c'est très heureux. C'est heureux, bien sûr. Merci. Donc l'assurance qualité, enfin la qualité d'une manière générale, c'est écrire ce que l'on fait et faire ce que l'on a écrit. Si je peux me permettre de schématiser comme ça. Hein. Ludovic, qu'est-ce qu'il faut faire comme profession, comme formation pour arriver à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais démarrer sur le fait que ces niveaux de formation, il y a une espèce de crescendo par rapport à tout ce qu'on a dit. On a bien vu que les connaissances et les compétences nécessaires dans ces domaines d'assurance qualité, santé, sécurité, environnement, démarrent au niveau technicien plutôt Bac+3 et au-delà. D'accord? Donc on a très rarement, j'aurais tendance à dire, d'opérateurs en qualité. Il est fréquent qu'on ait des niveaux... alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Non pas parce que, pour vous dire que ça n'est pas accessible au démarrage, mais en fait, on se rend compte, et je rebondirai encore une fois sur mes premiers propos, sur les 400 offres que je n'ai pas pu pourvoir, j'en ai au moins 150 dans les domaines de la qualité et de l'assurance qualité. Ce sont des métiers qui sont très, très mal connus. Et pour autant, on se rend compte qu'un certain nombre de candidats ou du coup devenus salariés sont pas faits pour le labo. D'accord ? Sont pas faits pour la recherche et le développement. Sont pas faits pour. Par contre, ils ont une appétence ou des compétences particulières, ou en langue, ou en écriture, ou en réglementaire, et il est absolument impératif. J'espère que vous ne contredirez pas que par contre le socle scientifique soit là. D'accord ? Donc nous, on est sur des formations entre guillemets double compétence. On ne fait pas de l'assurance qualité quand on ne connaît pas les produits sur lesquels on a travaillé. Et Madame disait qu'elle venait de la chimie. Voilà. Ce sont des métiers qui sont éminemment intéressants et en fait que nous, on aimerait présenter et proposer plutôt à des acteurs qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans la partie labo. On peut avoir fait, et on va faire la jonction avec la formation tout au long de la vie, on peut avoir travaillé pendant 10 ans dans le labo et se rendre compte qu'en fait, au regard de toutes les relations aussi que nécessitent ces métiers de qualité, que l'interaction avec les tiers, que l'appétence pour l'écriture, que l'appétence pour les langues, avec un socle scientifique extrêmement important, peut permettre des parcours professionnels éminemment intéressants. Donc l'offre de formation, chez nous, elle démarre plutôt au niveau licence, et après, fonction de la gradation, on va... par exemple avec l'école des mines, jusqu'aujourd'hui à des niveaux d'expertise à Bac+6, d'accord, où on va former des managers en risques industriels sur les groupes avec leurs différentes filiales, où là on a des niveaux d'expertise attendus, à la fois des entreprises et de ces acteurs-là, qui sont éminemment importants. Et je vous incite beaucoup, lorsque voilà, peut-être la partie laboratoire ou production vous apparaît moins intéressante que vous l'imaginiez, à réfléchir à ces métiers qui commencent à basculer sur le domaine qu'on qualifierait du tertiaire, mais où il y a une demande éminemment importante et une richesse de parcours, je dirais, qui nécessite d'être bien comprise par vous et sur lequel il faut échanger avec les différents acteurs pédagogiques présents aujourd'hui. Merci Ludovic. Alors nous venons de voir la production, on vient de voir la recherche et développement, on vient de voir aussi qualité, assurance qualité et sécurité sûreté. Et puis il manque quelque chose, parce qu'il faut bien que ces trois pôles d'activité fonctionnent ensemble de la manière la plus efficace, la plus fluide possible dans le cadre d'une entreprise. Et donc pour nous en parler avec nous, je vais passer la parole à Pierre Antonetti,
qui va nous parler de ce que sont la fonction service, j'allais dire supply chain, mais je vous laisse le soin de l'expliquer. Bonjour à tous, donc Pierre Antonetti. En effet, j'ai pour mission aujourd'hui de vous évoquer des métiers qui, à première vue, on va dire, ne sont peut-être pas évidents en première approche dans le milieu de la chimie et pourtant indispensables, comme les autres, bien évidemment. Mais pour produire, il faut des produits, ce qu'on appelle donc des matières premières. Et ces matières premières, il faut les approvisionner. Donc tout ce métier d'approche, d'achat de la matière et il est toujours mieux d'avoir une connaissance, un socle en chimie pour appréhender les difficultés éventuelles en termes d'approvisionnement. Avons-nous les autorisations nécessaires, comprendre les délais et les contraintes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un des métiers importants. Ensuite, il y a tout l'aspect au sein de l'entreprise de réception de ces produits, de magasinage. Donc on a parlé tout à l'heure des opérateurs en production. Eh bien, il y a du personnel dédié qui va manipuler ces produits avant production. Et donc ces gens-là aussi, ces personnes ont aussi des connaissances en chimie, même si ce sont bien sûr des connaissances, on va dire, bien moins poussées que pour d'autres métiers. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect production, ça on en a parlé. Mais pour faire de la production, il faut de la planification. Tous ces métiers de planification de production, où là aussi, les connaissances produits sont importantes pour comprendre les délais nécessaires à la production. Ne pas prévoir une production, par exemple un vendredi, alors qu'il faut peut-être plusieurs jours après laisser reposer le produit. Donc tout ça, ça fait partie de la planification. Et quand on a des connaissances en chimie, cela aide énormément. Suite à la production, au contrôle, il y a tout l'aspect magasinage et bien sûr expédition, tout le transport. Avoir une connaissance en chimie pour planifier son transport, c'est important parce que ce sont bien souvent des matières dangereuses soumises à une réglementation bien particulière et on ne prévoit pas un enlèvement et un transport d'un point A à un point B d'un produit chimique comme pour les autres produits. D'où l'importance d'avoir ce socle en chimie qui peut être à plusieurs niveaux bien évidemment, de manière à apporter sa pierre à l'édifice tout au long du process. Un petit mot sur les technico-commerciaux. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr, l'aspect vente, qui est bien sûr lui aussi très important. Quand on vend, certainement comme dans d'autres secteurs, mais en tout cas dans le secteur de la chimie, quand on vend ces produits, il vaut mieux avoir une connaissance, voire une connaissance poussée par rapport à tous ces produits, et on les vend beaucoup mieux que dans ces conditions. Avoir une connaissance qui peut aller jusqu'à un niveau d'ingénieur. Nous avons par exemple dans notre structure des ingénieurs chimistes qui sont en fait commerciaux, mais voilà, là aussi on vend des produits particuliers et les clients attendent une connaissance et une compétence spécifique de manière notamment à les rassurer. Voilà. Merci Pierre. Ludovic, alors ces magnifiques métiers, supply chain, vente, comment on fait pour y accéder? Supply chain, on l'a abordé un petit peu, c'est-à-dire que dans les différentes filières de formation qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, en prod, R&D, voilà, ces aspects-là sont plus ou moins abordés, et après on peut rentrer dans des typologies particulières de formation, mais je rebondirai sur ce que vient de dire Pierre Antonetti, et à la fin sur la partie vente. Alors là, encore une fois, par rapport au nombre de métiers disponibles et par rapport aux offres, c'est absolument faramineux. On a un master à Cergy-Pontoise de technico-commercial aujourd'hui. Cette année, j'ai eu 170 offres proposées, d'accord, pour ces masters. Donc Pierre Antonetti parlait d'ingénieurs. Voilà, on est au même niveau. On est à niveau bac plus 5. On a 20 candidats. Alors, c'est dans la même... Alors avec des métiers qui sont à la fois extraordinaires et qui nécessitent...
j'abonde naturellement sur ce que vient de dire Pierre Antonetti. Les connaissances des produits, enfin, on ne vend pas, j'ai aucun préjugé, on ne vend pas des stylos à billes, quoi. Mais quand vous vendez soit des outils de production, soit quand vous vendez du produit chimique, soit quand vous vendez du produit pharmaceutique, je dirais, ou du matériel analytique, parce qu'on a parlé de R&D labo tout à l'heure et des techniques qui permettaient de caractériser les produits, il faut bien voir aussi que ces machines qui sont dans les différentes entreprises, il faut qu'elles y arrivent, il faut qu'elles soient vendues. La connaissance nécessaire en termes de... Alors, encore une fois, ce n'est pas de la vente en faisant du porte-à-porte, mais le client, l'entreprise, quand elle achète une machine comme celle-là, elle attend une compétence technique extrêmement particulière et extrêmement pointue de la personne qui va lui proposer la machine pour être certain que ça correspond bien à son besoin à elle. Et là, le socle des connaissances scientifiques et toutes les compétences acquises sur les différents parcours, et là aussi, ce sont des possibilités de transfert dans une vie professionnelle pour atteindre ces niveaux d'excellence-là, font qu'il y a des postes extrêmement importants aujourd'hui qu'on n'arrive pas à pourvoir. Alors il est vrai, et c'est ce que je viens de dire, après une terminale, on peut difficilement avoir accès à ces métiers-là. En même temps, des grandes structures pédagogiques vont former des commerciaux, d'accord, mais des commerciaux scientifiques, il faut impérativement un socle scientifique à la base. On ne pourra jamais former quelqu'un qui a fait un bac+4 en commercial aux aspects scientifiques. Quelqu'un qui a fait un bac+4 scientifique, le former aux techniques de commerce ou aux techniques de vente. Et le dernier point que je vais évoquer là, c'est sur un master marketing de la santé, là aussi, avec toutes les problématiques associées aux réglementations, l'accès au marché. Voilà, il faut impérativement avoir des connaissances scientifiques avant pour pouvoir avoir la prétention d'être à la hauteur quand on va conduire des négociations d'achat ou de vente par rapport à ça. Il y a des centaines de postes à pourvoir dans les différentes entreprises et là aussi on a un manque cruel à la fois de connaissance de ces métiers-là et d'orientation des différents candidats vers à la fois ces formations et ces postes à pourvoir éminemment nombreux. Merci Ludovic. On va aborder un peu la deuxième partie là, de notre table ronde. On entend régulièrement autour de nous, dans les médias, des idées fortes du type « tout se joue avant 5 ans ». Pas de bol, puisque vu la moyenne d'âge qu'il y a ici, c'est trop tard. Après, on entend « tout se joue à l'entrée en 6e ». Tout se joue au bac. Tout se joue à la fin des études. Et finalement, en plus de ça, il y a des croyances que quand on est jeune, on pense qu'on va exercer le même métier tout le long de sa vie. Eh bien, on va essayer de vous montrer que finalement, au vu d'une expérience, et je vais passer la parole à Olivier Lebrun, que c'est complètement faux. Tout ne se joue pas avant. On a un bagage, mais finalement, ça permet de se propulser dans la vie. Alors, Olivier Lebrun, que vient faire un directeur de communication dans un village scientifique ? Je me demande. Donc, je m'appelle Olivier Lebrun, je travaille dans une société qui s'appelle VWR International et j'y occupe la fonction de directeur de la communication. Je voulais juste faire un aparté au départ sur les 4 propos qu'on a entendus, parce que je pense que c'était intéressant aussi de voir qu'en vous écoutant les uns et les autres, on a identifié une quarantaine de métiers à peu près dans les différentes filières, donc à base d'une formation scientifique ou chimiste de départ, mais ça représente quand même déjà une quarantaine de métiers. Donc ça montre l'ouverture possible, et on n'a pas parlé vraiment non plus de la com, qui est un peu à part, ou du juridique pur, qui seront encore des fonctions support. Mais donc vous voyez qu'il y a une palette énorme de fonctions qui existent et de métiers qui existent à partir d'une formation scientifique. Donc si je veux faire mon parcours, moi j'ai refait un petit calcul ce matin, j'entends parler de bac+3, de bac+4, moi je suis bac+40, comme ça va tout de suite clarifier les choses. Et je suis scientifique de formation parce que je suis biologiste et j'ai, contrairement à ce que certains ont évoqué, quand je fais mes études, j'ai fait des études scientifiques pour acquérir la partie langage, la partie connaissance, la partie compétence scientifique au niveau de mes études, en sachant que je ne voudrais jamais faire de labo. C'était une des caractéristiques, c'est j'apprends le langage, j'apprends le discours, parce que comme le disait Ludovic, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que les interlocuteurs qu'on a en face de soi attendent, mais je ne voulais pas faire du tout de labo. Et donc je suis rentré dans une entreprise comme conseiller technique,
qui est devenue après de la vente, puisqu'à l'époque, c'était la filière qui se faisait. Et puis, j'ai fait du marketing. Et dans cette entreprise, qui est toujours la même si elle a changé de nom, qu'elle s'est fait vendre, racheter, j'ai changé de métier tous les 4 ans à peu près, en restant dans la même filière. Mais tous les 4 ans, j'ai changé de métier. Donc, à partir d'un socle scientifique de formation, j'ai fait de la vente, j'ai fait du marketing, j'ai commencé à faire un peu de communication. Comme je m'occupais de statistiques et puis de choses un peu plus pointues en termes d'approche mathématique, j'ai été aspiré dans des projets informatiques. Donc j'ai fait des mises en place de 5 projets de développement informatique, donc même à un tel point qu'à un moment tout le monde croyait que j'étais informaticien, mais je dis non, surtout pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je sais m'en servir, mais c'est pas du tout le propos. Et en fait, quand on faisait ces projets informatiques, on faisait la gestion de projet. Alors la gestion de projet, c'est de faire la coordination, c'est d'être au milieu de plein d'interlocuteurs. On a évoqué ce point-là, et vous particulièrement, en ce qui concerne les fonctions HSE et qualité. On a beaucoup de travail de coordination avec plein de gens dans la société, plein de gens dans l'entreprise qui sont dans différents niveaux de qualification, depuis le président jusqu'à les techniciens, dans différents secteurs d'activité. Et je crois qu'il est aussi bien important de comprendre qu'on ne travaille plus aujourd'hui tout seul dans son coin ou tout seul à sa paillasse. Vous l'évoquiez aussi, Laure, chez Servier. On est membre d'une équipe. On est dans un process qui est transversal à l'entreprise et tout le monde est un morceau du résultat final qui vient prendre chacun à son moment dans l'entreprise une part active au résultat global. Ça, c'est extrêmement important que vous ayez ça présent à l'esprit. Et puis, je suis, après cette expérience informatique, revenu plus à la partie communication, études marketing. Donc, je faisais des approches d'analyse du marché, vers où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Travailler aussi sur la connaissance de ce marché, identifier des cibles intéressantes, c'est-à-dire des cibles de développement pour notre entreprise en rachetant d'autres sociétés. Donc je faisais à ce moment-là du conseil pour la direction générale pour faire des acquisitions de sociétés. Et puis je suis revenu plus à la partie communication, maintenant plus en France, mais j'ai fait ça aussi également au niveau européen. J'étais responsable de la communication corporate pour toute la partie européenne. Et donc là, s'il y a bien encore un point que vous devez avoir présent à l'esprit, c'est de parler anglais. Même si au début, vous allez voir, ce n'est pas forcément très simple, mais vous allez vite vous jeter dans le bain, et c'est absolument indispensable, ne serait-ce que si vous partez en vacances aux États-Unis, ce sera quand même plus facile, parce que le français n'est quand même pas non plus le plus répandu outre-Atlantique. Donc, soyez curieux, n'ayez pas peur de changer. On change de métier. Alors moi, j'ai eu la particularité, c'est que j'ai changé de métier dans la même société, dans la même entreprise depuis plus d'une trentaine d'années, mais vous allez certainement avoir des parcours beaucoup plus chaotique, on va dire, au sens du chemin, qui est beaucoup moins linéaire que celui que j'ai pu vivre. Vous allez changer de métier, vous allez changer d'entreprise, vous allez potentiellement changer de secteur d'activité, mais le socle, si vous restez dans le monde scientifique, le socle, et même si vous n'y restez pas, puisque j'ai entendu assez récemment l'expérience d'un ingénieur chimiste qui est parti dans la finance, donc il est broker, donc il fait des métiers qui n'ont rien à voir avec la chimie, sauf qu'il nous a expliqué que la structure intellectuelle qu'il a appris en faisant de la chimie, avait vraiment structuré sa façon de penser et sa dimension intellectuelle de rapprocher les éléments les uns des autres, et que ça lui servait beaucoup dans le monde de la finance. Donc vous voyez qu'on peut aussi mal tourner, soit à la communication, soit à la finance, en étant scientifique au départ. Donc voilà un peu pour le parcours que j'ai fait. Donc juste pour vous dire, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas sur des rails, vous allez pouvoir tourner, changer, il y a des tas d'aiguillages, Ludovic le disait très très bien, il y a beaucoup en effet d'entreprises qui cherchent aujourd'hui des collaborateurs dans des tas de secteurs qui ne sont malheureusement pas pourvus, donc n'ayez pas peur de foncer, d'avancer, et puis quand vous vous apercevrez que ce que vous faites ne vous plaît pas forcément, comme le disait aussi Ludovic, vous changez de voie et allez faire autre chose. Là on a beaucoup de possibilités aujourd'hui, les portes existent, il y en a plein, seulement il faut les trouver, mais toutes les portes sont là pour être ouvertes, donc n'ayez pas peur à ce moment-là. Merci Olivier. Bon, peut-être à ce stade de notre table ronde, il y a peut-être des questions que vous avez envie de poser au niveau de la salle. Il y a un micro, je crois, qui se promène là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à nos intervenants? N'ayez pas peur, on ne facture pas. Oui. Oui. Des questions sur l'orientation, sur la vie en entreprise, sur les métiers, n'hésitez pas. J'avais une question vis-à-vis de... Enfin, la biologie et la chimie en général, c'est assez lié. Et du coup, je me demandais si les métiers dont vous parliez
sont aussi valables pour la biologie, ou c'est vraiment très centré sur la chimie, ou s'il y a des métiers plus biologie, plus chimie, dans ceux que vous avez cités? Et j'ajouterais peut-être une précision, plus si je peux me permettre. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? De la biologie à la chimie et de la chimie à la biologie? Oui. Hein? D'accord. Évidemment, dans tous les métiers de la recherche, la biologie, en tout cas dans le secteur de la pharmacie, est essentielle. Effectivement, les chimistes, nous interagissons tous les jours avec les biologistes. Il se trouve qu'actuellement, je suis assez bien placée pour vous dire qu'on peut passer d'un à l'autre, parce que nous sommes en train de construire un nouveau centre dans lequel il va y avoir des nouveaux pôles d'expertise qui vont être créés. Et donc, la mobilité en interne est fortement favorisée. Et donc, des postes plus de biologistes, d'enzymologistes, de pharmaciens sont proposés, de criblage aussi, sont proposés à des chimistes, mais pas qu'aux chimistes, au sein de la recherche. Donc, bien évidemment, on n'est pas trop centré sur la chimie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Ça vous convient? Oui, je t'en prie. Et Guy de Golemin. Oui, Guy de Golemin. Je voulais juste, moi, préciser, c'était il y a bien longtemps, mais j'ai fait des études d'ingénieur chimiste et je voulais faire de la production. Donc je suis rentré en production dans une société pharmaceutique et puis au bout de quelques mois, j'ai fait de la biologie puisque je dirigeais un atelier de production, donc des gros fermenteurs d'antibiotiques par fermentation. Voilà. Et puis après, j'ai fait des tas d'autres choses aussi. Merci pour cette précision, Guy. Autre question dans la salle? Autre question? Oh, je suis sûr que vous en avez qui vous brûlent les lèvres. Le bac plus 40, là, vous a parlé de sa vie professionnelle. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça, Olivier? Est-ce qu'on peut encore, à l'âge qu'ils ont là, dans la salle, espérer que dans l'entreprise, on va changer de métier? Est-ce que c'est encore d'actualité? Vous qui êtes les témoins ici, vous pouvez nous parler un peu de vos parcours aussi là? Vous qui êtes directeur d'unité, oui. Pierre Antonetti, est-ce qu'il y a une formation de directeur d'unité? Non, pas tout à fait. Ça n'existe donc, pas. Alors, voilà. Moi, je suis universitaire à la base, donc j'ai fait tout mon cursus en université jusqu'à l'obtention d'un doctorat. À la fin de mon doctorat, je suis rentré dans le milieu du travail qui me semblait compliqué. Donc j'ai été responsable qualité. Voilà, on en a beaucoup parlé, ma collègue d'à côté. Ensuite, j'ai évolué vers une fonction de management au niveau du laboratoire, donc cette fois-ci contrôle qualité. Et ensuite, naturellement, on va dire, j'ai migré vers une fonction d'encadrement plus large, de direction de site de production. Donc, je suis directeur d'un site de production Céveso Seuil Haut, qui nécessite forcément des connaissances en chimie, et ça, j'en suis bien content maintenant. Et toute l'expérience acquise au sein de cette structure lors de mon passage au niveau de la qualité, donc de l'assurance qualité, qui m'a permis de maîtriser, de connaître tout le fonctionnement. Ça a été important. Et puis ensuite, les compétences acquises au niveau de contrôle qualité, au niveau du management. Voilà, naturellement, j'ai migré vers une fonction plus large. Voilà. Simplement. Donc on peut passer du contrôle qualité je vois que c'est en obtenant mon doctorat, je ne pensais pas du tout faire ce type de métier, voilà, cette fonction. Moi j'étais plutôt centré sur, on va dire, l'enseignement, mais pas à tort, mais voilà, on n'avait pas cette possibilité peut-être à l'époque de connaître tous les métiers. Et donc moi apparemment c'était l'enseignement, et puis non, il y a tellement de choses à faire, très variées, et donc on peut évoluer. Voilà, j'ai fait 3 métiers différents en presque 20 ans, donc, et c'est peut-être pas fini, donc voilà. Xavier, peut-être vous qui avez changé d'entreprise, si je me rappelle bien de ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Oui, alors, moi j'ai démarré en R&D pour procéder, pour aider la production. J'ai fait de la production ensuite pendant pas mal de temps, et ensuite j'ai fait du projet. Projet de construction, donc je suis parti à l'étranger 2 fois, et puis je suis revenu dans la maison mère pour être directeur adjoint puis directeur de site,
Et puis ensuite, depuis 7-8 ans, je m'occupe de commerce. Voilà. Comme quoi. Et je suis dans une fonction totalement différente de ce que je faisais il y a 10 ans. Et bon, c'est vraiment intéressant, quoi. Très intéressant de faire ces changements. Alors, Sophie, vous voulez nous raconter un petit peu votre parcours? Oui. Alors moi, j'ai une formation de chimiste universitaire. J'ai un doctorat en chimie organique. Alors moi, je suis peut-être un peu particulière, mais figurez-vous que j'ai toujours voulu faire de la chimie. Alors quand j'étais petite, c'était de la magie, mélanger les potions et sortir des remèdes. Mais moi, j'ai toujours voulu faire ça, donc c'est logiquement que je me suis orientée dans cette voie-là. J'ai toujours aussi voulu faire de la recherche en chimie dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Maintenant, au début de ma carrière, j'ai voulu rester dans le laboratoire à la Paillasse, parce que c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai travaillé avec une équipe et puis finalement, comme quoi on évolue effectivement. Maintenant, je fais beaucoup plus de management, donc j'ai une équipe beaucoup plus large et de la direction de projet. Donc ma blouse, je la mets plus, ni mes gants, ni mes lunettes de sécurité, mais je suis quand même restée très très proche de la chimie organique et chimie médicinale. Voilà. Merci. Sophie. En ce qui me concerne, moi j'ai fait une école d'ingénieur en physique et en chimie, et ensuite un doctorat de chimie analytique. Et en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai répondu à des offres et puis donc j'en ai trouvé une sur le groupe Air Liquide en recherche et développement. Donc j'ai commencé là-dedans et très vite, ça ne m'a pas forcément super intéressée parce que j'avais déjà une thèse, j'avais l'impression de refaire une thèse, donc je me suis plaint un peu en disant bof bof. Ça commençait et puis bien, hein. du coup moi j'ai dit non mais moi je veux voir le terrain, quoi. Donc j'ai fait un post sur un site où ils cherchaient un chimiste. Alors j'étais trop contente en interne, hein, j'ai vu chimiste, c'est moi, voilà. Donc j'ai postulé et j'y été prise, et du coup c'était un site où, alors toujours dans le groupe Air Liquide, où on faisait donc des mélanges de gaz. Donc à l'époque, mais je crois que c'est quand même toujours vrai, les gaz ne sont pas vraiment appris, à part PV égale NRT, d'accord, à l'école. Donc on apprend beaucoup dans l'entreprise, hein. Donc du coup c'est très ouvert, et donc c'était les gaz les plus affreux. Donc nous on n'était que seuil bas, mais dans toutes les rubriques, hein, les inflammables, les toxiques, enfin tout pour plaire. Voilà, donc on avait... donc j'étais responsable sécurité et technique, c'était maintenance travaux neufs. Voilà, hein, comme deuxième poste, bon, avec un doctorat de chimie analytique, allez comprendre. Et la partie sécurité, en fait, c'était très environnement réglementaire, puisqu'on a dû, suite au changement de réglementation, renouveler nos demandes d'autorisation. Et donc, compte tenu de la variété de nos produits, on avait 20 rubriques, donc une super étude de danger, enfin bon, bref, je passe. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, et puis après, ça se fait naturellement, hein, alors, j'ai fait ça, donc c'est pas du jour au lendemain où on devient expert. Je me suis paluchée, alors j'aime bien lire, d'accord ? C'est un avantage pour moi. Je me suis paluchée. Ceci dit, les textes de loi à lire, c'est quand même pas le roman de tout à fait. chevet. J'ai fait tout ce qui était règlement environnement, donc installation classée, 1000 pages, il y avait la réglementation, puis toute la jurisprudence. Honnêtement, je m'en sers toujours. Du coup, j'ai compris comment ça fonctionnait, les erreurs à ne pas faire, etc. Et puis après, ça se fait naturellement dans l'entreprise. Parfois, on cherche nous-mêmes, parfois, on vient nous chercher. Donc moi, on est venu me chercher pour faire ce que je faisais au niveau de mon site, pour le faire au niveau de toute la France. Donc là, une 50aine de sites, pareil, des autorisations dans tous les sens, etc. D'autres lois, parce qu'il y avait d'autres produits que je ne connaissais pas avant, hein, on faisait de l'acétylène, enfin des trucs sympas et tout. Et puis après, on est venu me chercher alors, au niveau du groupe Air Liquide. Donc le groupe, c'est mondial. Et là, c'était pour faire de l'environnement au niveau du groupe. C'était un poste qui créait. Donc il fallait voir comment on pouvait formaliser les pratiques environnementales au niveau du groupe, au siège. Alors c'était une expérience, c'est à faire dans sa vie. On n'aime pas. Moi, j'ai bien aimé 4-5 ans. Et puis après, bon, à un moment, le siège...
moi, j'aime pas ça. J'ai dit non, moi, je veux faire n'importe quoi d'autre, mais sur le terrain. Donc j'étais vraiment pas très difficile et on m'a renvoyé donc sur le terrain un petit site, une centaine de personnes, donc effectivement on passe de 50 000 à 100 personnes et où là par contre c'est là que j'ai commencé à faire la qualité. Qualité, contrôle qualité, toujours sécurité, maîtrise des risques, enfin je vous passe tout ça, il y a toujours ça qui reste. Mais là par contre à un niveau où du coup de nouveau, c'est moi qui prenais les décisions et comme on dit sur le terrain, donc certainement le monsieur de la production va être d'accord avec moi, on actionne une manette, on voit tout de suite le résultat, c'est peut-être ce qu'on cherchait, parfois c'est pas ce qu'on cherchait, donc on actionne une autre manette. Voilà, c'est une autre, une autre échelle de temps par rapport au siège. Le siège, on actionne une manette et puis quelques mois plus tard, on voit ce que ça donne. C'est pareil, hein, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pas. On actionne une autre manette, c'est plus lent. Voilà. Et puis donc, j'ai fait ça. Et puis après, on m'a dit de me partager sur un autre site parce que petit à petit, on vieillit. Hein, ça va vous arriver aussi. Et donc, on veut faire partager notre expérience. Et du coup, on fait un métier. Donc, il y a le métier, je dirais, qualité, sécurité, mais on devient un peu coach, quoi, en fait. Et on peut intervenir aussi un peu partout. Enfin, moi, je coach la planification, les acheteurs, la prod. J'ai le contrôle qualité, donc on a le labo dans mon service. Et honnêtement, alors, du coup, je suis super loin de la chimie. En passant sur le terrain, par contre, j'ai fait les dispositifs médicaux. Hein, donc, la partie santé, réglementation... ANSM, enfin bon bref. Et puis ce qui me sert le plus quand je discute avec la production, c'est de savoir lire les plans, pas Google Maps, mais les plans de dessin industriel. Et dans ma formation, j'en ai fait 1 an. J'ai su même fière, j'avais même fait un petit cône sur un tour. C'était super. Très impressionnant. Travail manuel en mais plus. n'empêche que je sais lire un plan et pour moi, c'est obligatoire parce que je suis en chaudronnerie soudage. Et donc, on me donne un plan et on me dit « Ouais, regarde, cette pièce, ça va pas du tout. C'est pas le bon tarot, machin. On a un trou, il faut le tarauder. » Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, c'est vraiment, ça va être très difficile de travailler. Du coup, je rejoins ce qu'a dit monsieur. C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus efficace... je vais dire efficace, c'est peut-être pas le bon mot, mais de commencer par une formation scientifique et de la compléter après par quelque chose, vente, marketing, voire qualité HSE, que de faire l'inverse, parce que j'ai eu beaucoup de stagiaires, d'alternants, puisque maintenant il y a des écoles en qualité sécurité, donc super. Moi j'ai appris ça sur le tas. Et du coup, à chaque fois, il faut comprendre ce que fait l'entreprise pour pouvoir faire de la sécurité et de la qualité. Et donc là, on voit à travers votre intervention qu'on peut soit évoluer vers plus une spécialité, au contraire s'élargir, comme le cas des fonctions de directeur d'entreprise. Donc on voit qu'il y a différentes possibilités. Et ça, après, c'est plutôt soit d'une part les opportunités au niveau de l'entreprise, soit éventuellement son propre tempérament. Est-ce qu'on a envie de devenir un expert? Est-ce qu'on a plutôt envie de faire du management? Est-ce qu'on a envie d'être un peu plus large? Olivier, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je crois que ce qui est important, ce que j'espère vous avez bien compris, c'est qu'on a la possibilité de changer beaucoup à ce niveau-là, mais qu'il y a un socle de base. Et que le socle de base, c'est ce que vous allez faire dans vos études, que vous ayez un bac+2, un bac+5 ou un doctorat, ou peu importe le niveau de diplôme. Ce qui est important, c'est que vous ayez ce socle. Et ce socle, quand vous allez arriver pour votre premier emploi, ce n'est jamais qu'un permis de conduire. C'est-à-dire que quand vous avez un Master 2 ou un doctorat, l'employeur, lui, il va savoir, par rapport à ce niveau qu'il recherche de formation, quel est votre niveau de compétence. Il va savoir comment vous êtes structuré intellectuellement, en particulier en fonction des écoles, quand on vient chercher quelqu'un. On sait que quand quelqu'un a un Master 2 dans une spécialité, on sait que tous les Master 2 qu'on va avoir en face de soi, a priori, ils ont tous ce même niveau de compétence. La différence, c'est vous qui allez la faire. Vous avez un permis de conduire, mais comment est-ce que vous allez conduire votre véhicule, qui est votre vie professionnelle? C'est cette partie-là qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est vous allez avoir un niveau qui va vous servir et qui sert tout le temps, puisqu'en effet, les études scientifiques permettent de structurer sa façon de penser, que l'on soit chimiste, biologiste ou biochimiste, va vous permettre d'avoir cette structuration. Vous allez avoir votre permis de conduire qui va être lié à votre diplôme, que ce soit un bac+2 ou un bac+5, puisqu'il faut bien
tous les niveaux de compétences dans l'entreprise, hein, comme l'évoquait Ludovic. Il n'y a pas que des docteurs en entreprise, hein, ni des ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent à tous les niveaux, mais le socle de départ, c'est vous qui allez l'avoir dans le niveau d'études que vous allez choisir, et surtout, c'est la façon dont vous allez le mettre en adéquation par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ce qu'il faut surtout essayer de garder présent à l'esprit, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Quand vous êtes face à des tas de candidats, que vous êtes recruteur, je peux vous assurer que le niveau de diplôme, donc ce fameux permis de conduire, il va nous donner une indication, mais celui qui va avoir envie de venir dans l'entreprise, qui a envie de faire quelque chose, il a beaucoup, beaucoup plus de chances que celui qui va arriver en disant « Voilà, moi j'ai un master 2 de ceci, et puis je suis le meilleur de la Terre. » Oui, ça ne suffira pas. Donc l'envie est importante. Merci Olivier. La table ronde s'achemine vers la fin. Ah, une question là. Une question, on va quand même prendre la question, s'il vous plaît. Bonjour, c'est un peu par rapport à ça. Comment ça se fait spécifiquement la base scientifique avec les rapports des métiers de technique commerciale? C'est un technicien commercial, chimiste. Comment ça fait ces liaisons? La liaison, elle se fait, c'est ce que vient de dire Olivier. En fait, elle se fait par l'envie. D'accord ? Enfin, faut connaître le métier. C'est très compliqué quand on ne connaît pas le métier. Ce qui est certain, c'est que si, à un moment donné ou à un autre, il y a une opportunité d'aller vers de la vente de matériel analytique ou de produits chimiques, il est absolument certain que la connaissance scientifique à la base sera éminemment importante. Les techniques de vente, je veux dire, entre guillemets, c'est simple. D'accord ? En 6 mois, vous pouvez apprendre les grandes techniques de vente. En 6 mois, vous n'apprendrez pas la chimie analytique ou vous n'apprendrez pas la chimie organique. Donc il y a tout un gradient de connaissances et de compétences qui sont acquises depuis longtemps. Ça commence en seconde, première, terminale. Voilà, il y a une culture scientifique qui se met en place, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Après, s'agissant de la formation, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous faites un BTS chimie, vous êtes... voilà, mais le labo, ça ne vous plaît pas. D'accord ? Regardez sur le marché le nombre de demandes qu'il peut y avoir. On parlait aussi, Pierre Antonetti parlait tout à l'heure d'acheteurs. Un acheteur en produits chimiques, s'il ne connaît pas les produits, alors les techniques d'achat, il y a des formations pour faire ça, mais entre guillemets, et je ne les dénigre pas du tout, c'est un vernis qui peut être acquis sur une année, où on va apprendre les techniques de vente, les techniques d'achat. Ok. Maintenant, un produit chimique, comment il a été construit, quelles sont les précautions qui sont à prendre par rapport à ça, en termes de stockage, en termes de tout ce qui s'ensuit, et qui sont impérativement nécessaires dans les logiques d'achat, elles ne pourront être comprises que parce que vous avez une culture scientifique. D'accord ? Donc, la bascule, elle se fait, j'aurais tendance à dire, c'est un choix à un instant T, de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, le labo ne m'intéresse plus. Voilà, je suis peu intéressé à être derrière une paillasse ou, comme le disait Olivier, je n'ai jamais été intéressé pour travailler derrière une paillasse. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est, je ne vais pas parler d'inversion des normes, il faut commencer par le bon bout. D'accord ? Vous pourrez faire de la vente de produits scientifiques si vous avez fait des sciences avant. Je reste persuadé que vous ne pourrez jamais faire de vente, enfin jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais la vente de produits scientifiques, et avec des S à produits et scientifiques, il ne faut surtout pas se spécialiser, sera extrêmement compliqué si la culture scientifique n'a pas été acquise avant. Merci Ludovic. On va prendre une dernière question, peut-être ? Ça répondait à votre question, mademoiselle ? Une dernière question ? Bon, je vais laisser à Ludovic le soin de conclure. Tout seul ? C'est un problème ? Non, si c'est pas un problème. Si tu es très court, on peut passer la parole à chacun. Je vais être très court. Je ne sais pas comment conclure avec tout ce qui a été dit. Peut-être je vais rebondir sur ce que disait Olivier avec ma vision à moi, sauf erreur de ma part. Je crois que c'est Clémenceau qui disait, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair. Mais 3, c'est déjà trop. Sous-entendu, le choix, il vous appartient à vous. Olivier disait tout à l'heure, vous avez le permis de conduire. Voilà.
n'hésitez pas à changer. Vous êtes les seuls acteurs de votre projet professionnel et c'est à vous qu'incombe la décision. On est juste là pour vous donner le maximum d'orientation possible. Mais voilà, vous, l'individu, c'est la priorité dans tout ça. Merci Loïc. Ça a été très court. Vous voulez peut-être dire un mot chacun, un conseil aux gens qui nous écoutent. Mais un mot, hein, c'est pas, on recommence pas la séance, hein, on est d'accord. Donc, moi, ce que j'ai retenu de la discussion et ce que je veux transmettre en conclusion, c'est qu'il y a énormément d'opportunités dans la chimie. C'était bref. Alors là c'est... Alors, pour conclure sur les métiers de la recherche et du développement, vous aimez l'innovation, vous êtes curieux, vous êtes rigoureux, vous êtes un peu persévérant quand même. Oui, la recherche, c'est fait pour vous. Faut être tenace. Voilà. Sophie, un mot aussi, hein, Sophie. Oui, hein moi, je rebondirai sur l'envie. Je pense que si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous serez performant et du coup, vous avancerez et vous pourrez faire encore plus, etc. et varier. Merci. Ok, de mon côté, je vous dirais juste que dans le domaine de la chimie, il y a les grands noms de la chimie qui sont indispensables, mais il y a une multitude, pour ne pas dire une foultitude d'entreprises qui n'attendent que vos compétences pour grandir avec vous. Voilà. Oui, ça c'est absolument vrai. Il y a beaucoup de sociétés qui offrent des opportunités, pas uniquement les grands noms. Pour moi, je dirais simplement, soyez curieux, ayez envie et puis osez. C'est important que vous osiez ouvrir des portes et aller voir ce qui se cache derrière. Ça vous plaît, vous y restez. Ça ne vous plaît pas, vous ouvrez une autre porte. Eh bien, merci pour votre participation. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez venir les voir, hein, puis leur poser des questions en direct, et surtout, vous ne les ménagez pas, vous pouvez y aller. Hein. Il faut vraiment essayer de leur extraire tout ce que vous pouvez. Bonne journée, bon appétit peut-être.